contestation, c'est la loi OR, Parcoursup. Les étudiants considèrent que c'est une manière de sélectionner les étudiants à l'entrée. Une loi qui avait été votée pour contrecarrer, en tout cas effacer le tirage au sort qui évidemment posait d'énormes problèmes. On va faire le point bien sûr. C'est un climat tendu, un climat social tendu, peut-être avec un effet miroir dans l'hémicycle parce qu'on le verra dans quelques instants avec cet incident de séance lors des questions au gouvernement où une députée de la France Insoumise a estimé qu'elle n'avait pas eu assez de temps pour s'exprimer. Ça a créé un véritable débat, un bras de fer et le départ du groupe de la France Insoumise de l'hémicycle. C'est assez rare évidemment. Est-ce qu'il y a un petit air de mai 2018 dans l'air? C'est une question qui se pose. Certains étudiants parlent déjà de créer une coordination avec le mouvement des cheminots. On fait le point ce soir. LCP.fr bien sûr et le JDD qui est notre partenaire. Je salue évidemment les internautes du JDD chaque soir. Daniel Hénin, bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes député de la République En Marche. C'est la première fois que vous venez dans le débat de Ça vous regarde. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Et ça colle très bien parce que ce que vous faisiez avant correspond exactement au thème du débat de ce soir. Vous avez été à la tête de Montpellier 2, présidente de l'Université Montpellier 2, mais sur la partie IUT, IUFM et sciences. On reparlera évidemment de l'évacuation musclée. Une enquête est en cours d'ailleurs et le doyen de la fac de droit a donné sa démission. Voilà, évacuation violente évidemment de ces étudiants qui étaient à Montpellier. Je rappelle que vous avez été professeur d'université par ailleurs. Merci d'être avec nous. Michel Larive, bonsoir. Ravi de vous accueillir. C'est la première fois, vous aussi, que vous venez dans l'émission Ça vous regarde. Très très heureux. Député de la France Insoumise de l'Ariège. Et puis j'ai lu, sans faire tout votre parcours, que vous avez été enseignant en mathématiques libéral, c'est-à-dire que vous aviez quitté le chemin classique de l'éducation nationale pour donner des cours en direct, si j'ai bien compris votre parcours. Et puis un festival de théâtre qui vous a occupé, qui vous occupe, je crois, encore beaucoup en Ariège. Merci d'être avec nous. Jimmy Losfeld, bonsoir. Vous êtes président de la FAGE, Fédération Générale Étudiants, la FAGE qui soutient cette réforme. Vous n'êtes pas en grève et vous dites qu'il faut faire plus de pédagogie pour expliquer aux étudiants cette réforme. On fera un point peut-être qui sera discordant sur les réels blocages au sein des universités ce soir parce qu'il y a quelques chiffres discordants. Nicolas Offenstad, bonsoir. Ravi de vous accueillir. Historien, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de l'historiographie, qui est votre dernier livre qui est sorti au PUF en 2017. Et puis, je me suis laissé dire, parce que je l'ai lu, que c'est très intéressant. Vous avez été étudiant à Tolbiac et vous avez fait quelque part vos premiers pas d'étudiant protestataire, je dirais, à Tolbiac. Tolbiac est un peu l'université qui au centre de cette contestation. On en parlera de Tolbiac dans quelques instants. D'abord, regardez, je vous le disais, incident de séance assez rare lors des questions au gouvernement. Alors c'est souvent bruyant, c'est souvent très vivant, mais cette fois-ci, vous allez le voir, cette députée Clémentine Autain de la France Insoumise évoquait cette question des violences de l'État faites aux zadistes, faites aux étudiants dans les campus. Et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de mal à poser cette question. Ça a suscité un vrai bras de fer et le départ, tout simplement, des députés de la France Insoumise. Regardez ces images et puis on va les commenter juste après. Votre gouvernement dit agir au nom de l'ordre, mais ne voyez-vous pas que ce que vous générez, c'est un triste désordre dans notre pays. C'est la matraque que vous levez. À Lille ou à Nanterre, les interventions de CRS dans les universités. Peut-on... Mes chers collègues, un peu de calme. Voyez le désordre, Monsieur le Président. Et cet amour de la démocratie. À Lille ou à Nanterre, oui, les interventions de CRS dans les universités vont laisser d'amères traces dans votre rapport avec la jeunesse. Et cette méthode, elle s'apparente à une stratégie qui est une stratégie de pénalisation de toute forme de contestation populaire. Et finalement, votre prétendu nouveau monde n'est qu'un régime bien ancien. On y laisse tranquille les évadés fiscaux pendant qu'on est en train de pénaliser ceux qui réclament. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Le temps de parole, Madame la députée, est le même pour tout le monde. Il est de 2 minutes. Ainsi que pour Monsieur le ministre, d'ailleurs, qui, j'en suis sûr, le respectera. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, poursuivez. Je crois, Mesdames et Messieurs les députés,
que le sens de la démocratie s'exprime encore aujourd'hui dans notre Assemblée. Nous souhaitons débattre avec chacune et chacun. C'est ici que l'on débat et l'on n'envoie pas dans les facultés ou à Notre-Dame-des-Landes un certain nombre de gens inconséquents déchaîner une violence que demain on ne pourra plus contenir. S'il n'y a pas la loi et l'ordre, alors il n'y a pas de pays qui tienne. Et je crois que l'opinion publique est aujourd'hui massivement derrière nous pour une volonté de dialogue. Voilà, vous voyez l'ampleur, en tout cas de la tension qu'il y avait dans l'hémicycle. Donc le groupe est parti, accompagné de quelques députés communistes. Arrêtez-moi si je me trompe, mais quelques députés vous non, tous les députés communistes. Tous les députés qui, je ne crois pas, mais juste un mot quand même sur ce que dit le enfin, ministre. Ça, c'est pas très important, effectivement. Ce qui est important, c'est la violence avec laquelle Clémentine Autain n'a pas pu, en fait, poser sa question. En partie. Non, elle n'a pas pu poser, j'étais là. Elle n'a pas pu poser sa question. Les gens hurlaient. Elle n'a pas pu poser sa question. Vous avez là, les micros de l'Assemblée sont faits pour filtrer. Et donc, vous entendez l'orateur, ou l'oratrice en l'occurrence, et vous entendez peu, normalement, les gens qui hurlent autour. Alors que là, vous les entendez. Oui, ça veut dire que c'était multiple. Imaginez un petit peu la puissance des cris. Elle n'a pas pu poser sa question. Elle a donc été interrompue. Monsieur de Rugy le dit à un moment donné, calmez-vous, calmez-vous. Il n'éteint pas le compteur et il laisse couler son compteur. Normalement, la bienséance voudrait qu'il laisse un peu de temps à Clémentine Autain pour au moins finir sa question. Ça n'est pas le cas. Ça On arrête le chrono à l'arrêt de jeu. Exactement. Non, mais c'est comme ça. C'est faire plaisir. C'est un peu technique. Je voulais quand même vous poser une question. D'une violence qui est en train de s'établir ici, que le gouvernement établit partout dans le pays. On a passé le stade autoritaire, on est dans le stade violence. Donc vous y voyez un lien direct avec ce qui se passe dans le pays. C'est très inquiétant. Moi, je pense, j'ai très peur que cette chose soit quelque part instrumentalisée. On instrumentalise une espèce de violence de façon absolument irresponsable. Je vous l'accorde, c'est absolument irresponsable. Je poserai la question ensuite à Michel Larive. Vous étiez vous aussi dans l'hémicycle, Daniel Hérin. Comment vous l'avez vécu cette séquence? Parce que vous dites, vous, elle avait du temps. C'est vrai que ça a été compliqué, ça a été confus. Elle a parlé elle-même. Elle s'est adressée aux gens, etc. Elle a pris quelques secondes, en effet, sur son temps de parole. Mais elle a eu 2 minutes 12. On ne l'a pas arrêtée à 2 minutes pile. C'était 2 minutes 12 ou 13, enfin il faudrait le vérifier. Donc il y a eu un certain temps. Et il y en a tout un tas qui s'arrivent. C'est-à-dire que quand on intervient, en effet, l'opposition ou autre qui en effet fait du bruit, quelle que soit l'opposition. Une question au-delà de ça ne demande surtout pas, ça ne justifie surtout pas tout d'un coup de quitter et de ne pas écouter la réponse. Juste une question au-delà de l'aspect, je dirais, très procédural de l'hémicycle, le temps de parole, puisqu'il faut dire à ceux qui nous regardent qu'il y a un chrono on décompte, on voit véritablement le temps de parole, puisque les députés peuvent le regarder. Sur le fond, le ministre de l'Intérieur, et je pose la question à mes 2 autres invités, revient à l'ordre et il dit il y a des gens de la France insoumise qui sont un peu des agitateurs propres et qui viennent un petit peu créer le mouvement social. Allez-y, répondez. Oui, je donnerai la parole à Michel Larive. Mais oui, je voudrais revenir sur le fond du débat. Ouais. Oui, je ne comprends pas du tout cet usage de la violence policière. Là, il y a véritablement un usage de la violence d'État dans les universités qui ne se justifie pas. On n'a pas affaire à des situations de violence, on n'a pas affaire à des situations de dégradation maximum. Je pense que la police n'a rien à faire à l'université, sauf cas très très grave, ce qui peut arriver, bien sûr. C'est historique d'ailleurs, c'est un lieu protégé, l'université. C'est évidemment un lieu protégé. Donc envoyer les CRS ou envoyer la police quand il n'y a aucune raison objective. À Tolbiac, ce qu'on raconte sur Tolbiac, par exemple, aujourd'hui, est souvent complètement fantasmatique. Ce sont des étudiants qui occupent, qui mènent des luttes, alors on peut les apprécier ou pas, mais ça n'a rien à voir avec une situation policière, avec une situation de répression. Donc je ne comprends pas du tout cet usage. Avec un recours pour Tolbiac, je précise. Pour l'instant, c'est, je crois, suspendu, d'après mes dernières informations. Mais je ne comprends pas ce recours à la violence d'État, effectivement, pour un mouvement qui est dans la protestation contre une loi gouvernementale et qui se fait pour l'instant dans le dialogue. Alors parfois, évidemment, on peut désapprouver les formes
de la lutte. Chacun n'a pas les mêmes. Mais là, ça n'a rien à voir avec une violence policière qui me paraît pour l'instant gratuite. Vous le contestez, Michel Larive, ce que dit le ministre de l'Intérieur, dont on dit qu'il est plutôt bien informé, que certains militants, activistes de votre mouvement viennent dans les universités pour créer une forme de contestation et de conjonction des luttes. Attendez, les étudiants sont pas des pantins. Il va répondre. Oui, juste quand même, il ne faut pas penser que les étudiants, vous pouvez envoyer qui vous voulez. Ils écouteront et ils se détermineront par rapport à leur choix politique. Donc, quand bien même vous pouvez envoyer tous les agitateurs que vous voulez dans une université, je peux vous dire, les étudiants, ils n'écoutent même pas les professeurs quand il y a une lutte politique. Ils se déterminent par rapport aux choix qui sont clairs et qui sont le choix de leur combat contre. Réponse du député de la France Insoumise. Très officiellement, vous dites, nous, on n'a pas à voir avec ce mouvement ? Non, écoutez, c'est bien d'être dit. Les étudiants sont assez grands pour prendre leurs décisions eux-mêmes. Ils sont syndiqués et après, chacun a des idées politiques. Et voilà, s'il y en a qui sont proches de nous, tant mieux. Effectivement, quand on fait 20% à la présidentielle, il y a une partie des étudiants et il y a 30% des jeunes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Donc effectivement, on va les retrouver sûrement dans l'université. Maintenant, les choses sont faites de façon démocratique. Il y a des AG, des gens votent, et il y a des facultés qui sont bloquées derrière des AG. Et d'ailleurs, à Rennes, le président de la fac a appelé les étudiants à venir en AG pour pouvoir voter. Le résultat, ça a été 1600 pour le blocage et 800 contre le blocage. Voilà. Après, il y a d'autres universités qui ont débloqué, comme Nice. Voilà. Donc, les étudiants le font de façon démocratique et la réponse du gouvernement, c'est une réponse violente. Ce sont les CRS. Et il y a pire que ça, c'est que lorsque ça sent mai 68, excusez-moi. Que lorsque des milices d'extrême droite rentrent dans des facultés, tabassent des étudiants, eux, il n'y a aucun milicien d'extrême droite qui a été arrêté aujourd'hui. Par contre, on a arrêté des étudiants qui, eux, ont manifesté. Juste, vous êtes un représentant syndical de la FAGE, alors vous n'êtes pas engagé dans le mouvement de contestation, vous soutenez cette réforme avec des bémols, on va l'entendre, mais de gros bémols, mais sur ce que vous voyez, parce que vous êtes de l'intérieur, vous avez vos antennes, vous aussi, minorité de blocage, minorité contestataire, agite-propre, comment vous les regardez, ces étudiants ? Oui, clairement, on voit quand même que c'est pas la majorité des étudiants qui sont mobilisés et qui sont dans le blocage. Déjà sur la méthode, encore une fois, il y a un principe qui est fondamental dans nos universités, qui est réaffirmé par le Code de l'éducation, et qui est vrai pour tous les citoyens par ailleurs, c'est la liberté d'expression, notamment sur les sujets de société, les réformes. Et cela, tout le monde doit respecter. Effectivement, c'est pas responsable d'empêcher des étudiants qui souhaiteraient contester, quand même je ne serais pas d'accord avec eux, des réformes sur le fond. Par contre, cette liberté d'expression, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire non plus préempter l'expression démocratique globale de tous les étudiants en disant qu'ils sont tous opposés, parce que c'est pas vrai, et ça veut pas non plus dire empêcher les étudiants qui veulent aller étudier de pouvoir le faire. Ce qui est Tolbiac, par exemple, c'est une fac qui est interdite aux étudiants qui veulent aller en cours. Tolbiac, par exemple, mais il y en a d'autres aussi, et moi je trouve ça malheureux que beaucoup de jeunes qui souhaitent pouvoir aller étudier se font empêcher, alors que le discours par ailleurs des bloqueurs est de participer à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, combat que je partage, on empêche des jeunes d'accéder aux études, et ce sont des minorités. Et regardez, il y a eu un vote électronique de fait à l'université de Lorraine, par exemple, par rapport à l'Assemblée Générale qui s'est réunie, qui était peu démocratique, parce que dans la réalité, dans ces assemblées générales... La démocratie, on sait, vous n'aimez pas. Parce que vous, la FAGE, c'est nouveau quand même, le processus politique. La FAGE n'aime pas la démocratie. Ça, c'est intéressant. Vous faisiez des soirées, maintenant vous vous êtes mis dans la Monsieur, politique. mais vous êtes député ou vous êtes un enfant de 5 ans, excusez-moi? Non, mais écoutez, quand vous attaquez le processus démocratique qui est fait par les étudiants... Excusez-moi, je pensais venir à un débat intéressant, je ne pensais pas qu'on allait m'accuser de faire des soirées étudiantes. C'est du paternalisme et de la part de la France Insoumise, je trouve ça assez inadmissible. Mais sinon, j'avais commencé à dire quelque chose, monsieur. J'avais commencé à dire quelque chose. C'est par duel, c'est pas une AG. C'est quand même dingue. Je veux juste... Non, mais écoutez, moi je suis respectueux avec vous, j'entends que vous le soyez avec moi. Bah oui, mais tout le monde est correct. Je ne vous trouve pas si respectueux. Alors, on fera un point sur vos soirées étudiantes, parce que évidemment, je voulais vous entendre. Vous avez été professeur d'université, vous avez présidé une université, vous avez donc évidemment fait en sorte de gérer, vous avez eu affaire à des grèves. Montpellier 2, ça vous concerne directement, vous êtes aux premières loges. On a délogé des étudiants avec des hommes cagoulés, avec des barres en bois, qui ont frappé fort. Il y a une enquête judiciaire et on s'aperçoit que parmi eux, il y avait un professeur de droit. Le doyen a démissionné, expliquant qu'il n'avait rien fait. Est-ce que ce soir, vous dites, vous, la députée, mais en même temps l'actrice du monde éducatif, il faut évacuer ces facs qui bloquent parce que ce sont une minorité? Mais non, pas du tout. Jamais il a été dit ça. Alors j'aimerais quand même qu'on revienne au fondement de base. Mais vous, votre regard, est-ce qu'il faut évacuer? On maintient les blocages? Tolbiac, on maintient? C'est le président de l'université qui regarde, qui est en charge de la sécurité. C'est lui seul qui peut appeler la police. Quand on dit l'État qui intervient, etc., c'est le président de l'université
qui considère qu'il ne peut plus maîtriser, et en particulier, par exemple, je prends Nanterre. Il y a le rectorat, il y a le ministère dans cette décision. Je prends Nanterre, par exemple, le président de l'université, que je connais très bien. En effet, s'il a pris la décision... C'est lui qui a décidé, hein. Mais oui, seul le président de l'université peut dire il faut faire intervenir la police. On évacue. S'il est intervenu, je peux vous dire que le connaissant très très bien, c'est que vraiment, il y avait des personnes qui n'avaient rien à voir avec les étudiants et donc ils ne maîtrisaient plus la sécurité à l'intérieur. Donc il essayait de noyauter le mouvement, pour le dire un peu clairement. Des personnes qui n'ont rien à faire dans une université. Et ce que je déplore, et je tiens à le dire, que ça doit quand même rester un espace relativement libre en université. Ce sont des personnes, parfois, des notoriétés, qui rentrent dans des campus qui, normalement, devraient être autorisés par le président de l'université. Seuls les universitaires, les personnels et étudiants devraient pouvoir accéder au campus. C'est qui ces personnages? Parce que vous le connaissez bien. Non, ce sont des agitateurs. Qui sont ces gens? Ça, c'est toujours la vieille analyse du mouvement social. Il y a toujours, c'est jamais le mouvement social n'a jamais de bonne raison. C'est toujours des agitateurs extérieurs qui viennent. Je dis bien, moi j'ai vécu une vieille ancienne de la droite. Ça vient toujours de l'extérieur. En 2010, j'ai en effet fait passer l'université à l'autonomie. Réforme Pécresse. Réforme Pécresse, j'ai eu de nombreuses grèves puisque l'université intégrait des IUT et les IUFM qui perdaient eux-mêmes leur autonomie. Je peux vous dire, moi j'ai toujours respecté, et les étudiants ont occupé, je leur avais laissé à disposition un amphithéâtre, j'allais les voir chaque vendredi et ça s'est très bien passé, ça s'est très bien terminé, dans le respect des choses. Maintenant, pareil, quand j'entends la police qui intervient dans les campus ou autres, mais c'est faux. À ma connaissance, l'intervention officielle qui a eu lieu, c'est Nanterre. Et Montpellier 2 qui était un dérapage. Montpellier 2, attention. Montpellier. Tolbiac. Mais je pense qu'il faut terminer. Montpellier 2, c'est un dérapage, c'est une erreur. Montpellier, en effet, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, en effet. Mais il faut pas oublier que sur Montpellier, actuellement, il y a 2 universités, et celle qui est en grève, celle qui est bloquée, ce n'est pas l'université où ceci s'est passé. Ça, il faut rectifier de pire. D'accord. C'est un autre site. Généralement, ce sont les sites de... C'est comme ça, Sciences pourquoi, sociales. etc. Sciences humaines et sociales, mais coup de hasard, en effet, et voilà. Nicolas Fenstadt et un sujet, allez-y. On diabolise le blocage en disant le blocage, c'est minoritaire, dit-on. Attends, laissez-moi finir. Et vous commencez. On dit le blocage, c'est mal, les études s'interrompent. Oui, alors je voudrais quand même vous dire 2 choses. Je ne dis pas que ça pose pas de problème, il n'y a pas des problèmes de sécurité, il ne faut pas être irresponsable. S'il y a des problèmes de sécurité, il faut bien sûr les traiter. Mais le blocage, c'est 2 choses qui sont quand même très utiles pour les étudiants et qui sont intéressantes. D'abord, c'est l'occasion de discuter, de se retrouver entre soi, donc de faire de la politique. Et quand on se plaint toujours, les jeunes d'aujourd'hui seraient loin de la politique, etc. Donc quand ils ont l'occasion, le blocage... Une agora. Oui, c'est une agora. Effectivement, c'est un forum. C'est l'occasion de prendre. Laissez-moi finir. C'est l'occasion de discuter, d'être ensemble. Peut-être aussi dans ces circonstances un peu plus tendues, de discuter avec des gens qui ont moins d'habitude, qui viennent de disciplines qui ne sont pas les vôtres, des professeurs qui sont là en soutien. Donc c'est une agora, c'est un forum, c'est l'occasion de faire des choses politiques ensemble. Donc ça fait partie de la politisation. Et je crois que c'est une des formes. On peut l'approuver, la désapprouver. C'est pas la seule, mais c'est une forme de la lutte politique qui a ses intérêts. Et par ailleurs, à Tolbiac, puisque c'est de cela qu'on parlait, les étudiants ont mis en place des cours alternatifs. Donc l'université ne s'arrête pas. Moi, j'ai fait un cours devant des gens dont certains étaient extérieurs à l'université, étaient ravis de pouvoir suivre un cours tout à fait librement. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans 68, c'est-à-dire on ouvre grand les portes. Non, parce que c'est encore crée un contre-modèle. Et j'ai de plus en plus de collègues dans ma discipline, l'histoire en particulier, qui viennent faire des cours. Donc ça reste aussi un lieu de connaissance. Donc le blocage ne signifie pas la fin des cours. Le blocage ne signifie pas la fin du travail universitaire. C'est une autre forme, une forme suspendue effectivement par rapport au cursus habituel. J'ai vu Solbia qui a marqué un peu ZAD. On est un peu les zadistes de l'université. Non, cette idée de créer un point d'ancrage révolutionnaire. Non, la question n'est pas là. La question est de créer un lieu qui soit un espace de débat démocratique. Mais ces lieux existent dans les universités, monsieur, depuis déjà plusieurs années, en temps normal. Oui, mais là, c'est une question là, on n'est pas en temps normal, mais dans une lutte politique à cause de la loi que fait passer votre gouvernement. Donc, il faut des organisations nouvelles pour résister à cette loi et à ce qu'elle sous-tend. Donc, il est normal qu'il y ait un dispositif exceptionnel, donc une nouvelle loi qui introduit la sélection à l'université, il est normal qu'il y ait un dispositif de réponse. Alors le blocage, la manifestation, chacun agit comme il considère que c'est le mieux pour sa lutte, mais il ne faut pas voir le blocage juste comme un drame. Le blocage, ça peut être aussi un élément de lutte et un élément positif. Je vous donne la parole, ça va être très court, c'est la manifestation qui a eu lieu hier, parce qu'il y a une coordination d'étudiants qui ont essayé de véritablement avancer. À la Sorbonne.
Vous allez le voir, entre la Sorbonne et Jussieu, un peu plus de 1500 étudiants étaient dans les rues. À Paris, vous allez voir ce reportage. Écoutez leurs revendications. Un reporter de la chaîne parlementaire était dans le cortège pour essayer bien de capter ce qui se passait exactement ce jour-là. C'était hier, regardez. Place de la Sorbonne, 50 ans après mai 68, ils font résonner leur voix. Vent debout contre la loi Vidal et contre l'un de ses outils phares, Parcoursup, les étudiants parisiens passent à l'action. On a bloqué la fac et l'université n'est pas accessible jusqu'à un nouvel ordre. Parmi les manifestants, des enseignants ont rejoint le cortège. Ils dénoncent une sélection qu'ils jugent absurde et dangereuse. Il s'agit donc de pérenniser une reproduction sociale, tout simplement en empêchant un certain nombre d'étudiants d'accéder à l'université parce qu'on pense qu'eux feraient mieux d'aller travailler tout de suite. Le cortège se poursuit direction Jussieu. L'université a été fermée par la direction pour éviter tout débordement. Devant la grille, certains manifestants tentent d'entrer, en vain. Très vite, les CRS sont déployés. Jussieu derrière nous bloqué, Nanterre bloqué, les facs de Paris 1, Paris 3, Paris 4, le site de Clignancourt. C'est énorme ce qui est en train de se passer. On a un niveau de mobilisation qui est bien au-dessus de ce qu'on avait au moment de la loi travail. Et du coup, nous, on est très optimistes et on est très déterminés malgré les violences policières. Parmi les autres mobilisations, l'université Jean Jaurès à Toulouse. Ici, les étudiants ont voté la reconduction du blocage jusqu'au 30 avril. Ce qui s'est voté, c'est la poursuite du mouvement, tout simplement. Donc sous ces modalités d'action qui ont lieu maintenant depuis plus d'un mois. Donc grève avec occupation partielle des locaux, blocage du campus et participation à toutes les dates de mobilisation possibles. Les autres sites concernés, Lille, Grenoble, Nantes ou encore Montpellier, le blocage de la faculté de droit a été reconduit pour une durée illimitée. Michel Larive, il y a des revendications, on l'entend, cette loi OR, Parcoursup, qui sont des mots un peu barbares pour ceux qui ne vont pas s'engager dans le parcours universitaire, mais c'est l'élément de contestation. Il faut revenir à quoi? Au tirage au sort, qui était tout à fait inéquitable? Non, pas du tout. C'est une question extrêmement concrète. Il y a la sélection. Vous savez, la sélection pour entrer en université à Lille, c'est le bac. Et voilà, vous avez le bac et vous avez donc le droit d'accéder à l'université. Voilà, point à la ligne. 90% des élèves qui ont une mention très bien au bac, 90% d'entre eux ne vont pas à l'université. Ils choisissent des filières plus prestigieuses. Bien, tant mieux. C'est ça. C'est le choix, ça s'appelle le choix et non pas la sélection. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du Conseil supérieur de l'éducation. Eh bien, il a très largement rejeté ce décret. Le résultat du vote, là, pour le coup, c'est 36 contre, 0 pour. Donc, en fait, je pense que le gouvernement est absolument seul. On s'est abstenu, oui. Depuis, on a eu des ajustements, on a voté en Knesset et le Knesset a voté. En tout cas, le gouvernement ça veut dire que 36 personnes sont contre la loi, là. Le véritable problème, c'est qu'on a une population qui augmente et que là, comme ailleurs dans les services publics, il n'y a pas de corrélation des moyens avec l'augmentation de cette population. Au lieu de serrer, si vous voulez, quand on sélectionne, c'est pour ne pas investir. C'est la solution pour ne pas investir. Alors, il faut investir dans les universités. Il faut ouvrir des universités. Il faut embaucher des profs. La population estudiantine augmente avec le reste de la population. C'est d'une logique extrême. Voilà. Et là, c'est l'inverse qui est fait. Nicolas Frenchal, on sélectionne pour ne pas investir. Juste, Daniel Hérin, la députée, je vous donne la parole. Sur cette question de la loi OR, orientation étudiante, orientation pour l'orientation et la réussite des étudiants. Et le Parcoursup, vous dites quoi? Ça a été voté en novembre. L'argument avait été de dire il n'est plus possible de tirer au sort des étudiants pour les faire aller en STAPS alors qu'ils n'ont jamais fait de sport. Le problème, il n'est pas là. Le problème, ce sont les moyens. J'avais écouté le texte dans l'hémicycle et ça avait été un des éléments, un des arguments. Qu'est-ce que vous dites ce soir pour convaincre ceux qui contestent ce texte? Alors, déjà, on est d'accord, ce que l'on a jusqu'à maintenant, ce qu'on a encore là, en tout cas avec la rentrée 2017, on avait une sélection par l'échec. On avait une sélection par le tirage au sort. Maintenant, on n'a pas de sélection. C'est-à-dire, cette loi, pour moi, c'est vraiment un accompagnement. On est un des rares derniers pays qui n'accompagnons pas les étudiants pour l'entrée à l'université. Là, c'est le cas dans la loi qui a été votée en novembre. Là, maintenant, tout est fait pour accompagner l'étudiant. Alors, je voudrais rappeler quelque chose, quand même. Je voudrais rappeler qu'après 1968,
à partir de 1969, Oui, 1970, oui, il y a des établissements, enfin des structures qui ont été créées de sélection, en effet, des formations de sélection, qui sont les IUT, qui sont les écoles d'ingénieurs à l'intérieur des universités, parce qu'il y avait le besoin là-dedans. Cette sélection, elle existe toujours. Mais cette loi, ici, je ne comprends pas. On a un problème, alors moi, mea culpa, la première, sûrement de communication, mais c'est tout l'opposé de la sélection. Aujourd'hui, tout étudiant va pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, à condition, en effet... qu'il en ait l'aptitude. Et qui suivent peut-être un an de plus de formation ou autre. Moi, à mon époque, on vous disait, là, vous n'irez pas, point barre. Parce que pas le niveau en maths, par exemple. Exactement. Alors que là, on accompagne l'étudiant. Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a fait vraiment Jimmy Losfeld, Nicolas Offenstadt. Cette loi. Vous dites c'est pas vrai, mais quand même sur le fond, je le redis, il y a une grande partie des étudiants qui ont eu le bac et qui ont eu une très bonne note ne choisissent pas l'université, vont ailleurs, plus prestigieux, plus intéressant. Première question, comment on redonne du sens à l'université, comment on donne envie aux étudiants d'y rentrer, et comment on répartit un peu mieux le nombre d'étudiants. Beaucoup vont dans des filières bouchées. On sait qu'au bout de la licence ou du master aujourd'hui, il n'y a pas de débouché. Est-ce qu'on invente un autre modèle? Oui, c'est exactement ça. Ce que dit Madame la députée n'est pas juste. En réalité, ce n'est qu'une loi de sélection. Ce qui se passe, il y a 60% du système universitaire français qui est sélectif déjà. C'est la médecine, c'est les IUT, etc. Ce que fait le gouvernement, c'est de rajouter la sélection aux 40 autres pourcents. C'est-à-dire, c'est rendre le système universitaire 100% sélectif. C'est accompagner ces pauvres étudiants qu'on laisse de côté. Écoutez, madame, il y a la sélection. Il faut faire maintenant, pour rentrer à l'université, dans des filières qui n'avaient aucune tension. Il n'y a même aucun problème. Lesquelles, par exemple? Beaucoup de filières de sciences humaines qui ne posent pas de problème. On va rajouter une lettre de motivation. On va rajouter un dossier, cette fiche avenir qui est en fait une sélection. Et ensuite, c'est nous, dans les universités, qui allons dans les commissions classer les étudiants. Et en plus, il n'y a même plus de hiérarchie dans leurs vœux. Donc, ce que vous faites, c'est simplement d'organiser la sélection de l'ensemble du système universitaire français. Mais le modèle alors vous allez me dire, pas bon non plus. Enfin, oui, alors où est la solution? Oui. Sûrement pas dans la sélection que vous organisez. La sélection, elle est dans des moyens accrus pour les premiers cycles. Puisqu'on sait qu'évidemment, c'est le point, c'est un des points faibles. Pour la première fois, il y a 1 milliard qui est mis sur la table. Pour l'instant, on ne le voit pas. Pour l'instant, c'est des mots. Oh, écoutez, c'est des mots. Tant que le gouvernement ne fera pas une politique de moyens, laissez-moi finir, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire? Sûrement pas la sélection. Je vous laisse finir. Donc, la politique. D'où vient l'argent? Ça a été budgétisé pour les 4 années. On l'attend. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, on sait très bien que le nombre des étudiants augmente. Les projections pour 2025 parlent de plusieurs centaines de milliers d'étudiants qui vont arriver à l'université. Donc, c'est pas en les sélectionnant à l'entrée, sauf effectivement à jouer sur les moyens. Ce qu'il faut, c'est permettre au premier cycle de les accueillir tous. Donc, permettre plus de recrutement, plus d'argent dans les premiers cycles, une meilleure organisation. Bien sûr qu'il y a des réformes à faire. Mais sûrement pas en les sélectionnant à l'entrée. C'est après que nous, en plus, on peut travailler. Vous dites, oui, les étudiants vont échouer, c'est pas facile. Allez-y, terminez, parce que je finis juste d'une phrase. Mais il faut les laisser rentrer à l'université. Et c'est là que nous, le corps enseignant, le personnel administratif, allons pouvoir les former, allons pouvoir les aider, allons pouvoir les réorienter. Mais si vous les laissez à la porte, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Jimmy Losfeld, un étudiant et à la tête d'un syndicat. Ce soir, vous dites quoi? Parce que c'est très clivé ce débat ce soir. Comment vous la regardez, vous, cette réforme? N'importe quoi. Non, mais il y a deux sujets. C'est que d'une part, effectivement, on manque de moyens. Il n'y a pas assez d'argent dans l'enseignement supérieur, ça c'est une réalité. Mais on ne peut pas se contenter de dire qu'il faut que des moyens en plus. Il y a un problème organisationnel qu'il fallait régler, qui matérialisait notamment le tirage au sort. C'est quand même dingue. C'était d'une injustice totale. Et ça fait pas 1 an qu'on tirait au sort, ça fait au moins 6 ans qu'on tirait au sort, notamment dans les formations en tension. Donc c'est pas un problème récent. Et preuve que là, il y a une sélection qui existait du coup depuis un moment. C'est une sélection par manque de place. Qui ne se disait pas. Parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est une chance. On est 2,6 millions d'étudiants aujourd'hui. On sera 3 millions en 2025. Il faut saisir cette chance et effectivement, c'est peut-être le point sur lequel je suis d'accord avec vous, il faut accueillir tous ces étudiants-là. Parce que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social. Exactement. Il faut permettre l'élévation de la qualification globale des nouvelles générations. Et donc du coup, comment on fait? Il s'agit de mettre un terme à la sélection par manque de place. Et cette sélection, elle existe toujours. Elle n'est pas nouvelle, elle existe toujours dans la loi. C'est quand il y a plus de candidats par rapport au nombre de places, il y a une sélection qui s'opère. D'accord. Moi, je ne la soutiens pas cette sélection. C'est pas une tradition universitaire française. Mais elle existe. Laissez-le finir. Mais il est d'accord avec vous. Tout à l'heure, s'il vous plaît, un petit peu de bienveillance dans ce débat. Non, mais tout à l'heure, vous m'avez coupé. Non, mais vous m'avez coupé 2 fois, monsieur. S'il vous plaît. Comme elles sont alors. Alors, voilà. Il y a de la tension, vous n'avez pas aimé les soirées étudiantes, vous nous expliquerez ce que vous allez nous dire, ça n'a pas plu. Je suis navré que vous n'aimez pas les soirées étudiantes, mais c'est pas le même, monsieur. Mais Michel Jarry a dû faire des soirées étudiantes, je tiens à le dire. Je peux terminer. Il a le droit, puisque c'est un syndicat, donc il faut le respecter. Jimmy Losfeld, je suis pas pour le paternalisme, monsieur, je suis navré. Non, mais il faut arrêter avec ça. C'est des
pensif, qu'on a déjà dit. Mais est-ce que ça je peux va, en placer une Non, mais moi, ce que je vous demande, c'est de me respecter. Je suis représentant de la nation, je vous demande de me respecter. Pardon, monsieur le représentant de la nation, je vous respecte et je vous demande aussi que vous me respectez, monsieur, parce que moi je suis un corps intermédiaire et c'est pas parce que je suis pas élu par la nation que je dois pas votre respect. Voilà, donc chacun se respecte, on est bien, on va s'écouter d'abord calmement. Allez-y. Voilà, donc je disais, il y a une sélection par manque de place qui s'opère et ça fait plus de 6 ans, je vous le disais par tirage au sort, qui est pas acceptable. Mais on comprend bien d'un point de vue juridique, que s'il y a plus de candidats par rapport au nombre de places, si on a un jour, en effet de meute, 3000 étudiants dans une formation où il y en a 200, c'est pas possible. Moi, cette sélection, elle ne satisfait pas. Du coup, il y a une seule solution, c'est créer des places en plus. Eh bien, on a réussi, en négociant, à la FAGE notamment, à obtenir 22 000 places supplémentaires. C'est d'aménager les cursus pour accueillir les plus étudiants. 150 000 places supplémentaires sur le quinquennat. Donc vous êtes dans la concertation, Alors, vous n'êtes pas dans l'opposition bloquante. Mais je le disais, investir, c'est pas suffisant, il faut aussi réformer l'organisation de l'université. Parce qu'on a un taux d'échec massif en licence. Chiffre qui est souvent d'ailleurs minimisé. Dans les 2 premières années, hein, c'est là où il y a en moyenne, en première année, 60% de taux d'échec. On cherche souvent à minorer ce chiffre en disant il y a de la réorientation et tout. Mais c'est vrai, ce chiffre, c'est de l'abandon, de l'échec, de la réorientation. Mais la réalité, c'est que dans ces 60% de taux d'échec, il y en a déjà la moitié, 30%, c'est de l'abandon. Un étudiant sur 3 abandonne avant la fin de sa première année. Il quitte le système. Et dans les 30% qui restent, il échoue, donc il se réoriente ou il redouble, et il finit aussi pour la moitié d'entre eux par échouer et par abandonner. Donc ça fait une casse terrible. Et on imagine bien que si on permettait de faire réussir ces étudiants-là, on libérait des places, ce qui est un effet d'engorgement. Le problème du manque de place, c'est pas seulement qu'il n'y a pas assez d'amphi, qu'il n'y a pas assez de place, c'est aussi parce qu'on a un échec massif. Avant de rentrer qu'on pourra faire quelque chose. C'est bien pour ça que cette réforme, elle ne sélectionne pas, monsieur. Cette réforme, elle ne sélectionne pas. Il y a des abus de langage qui sont faits sur la base d'attendus qui sont indicatifs. On propose le fameux WICI, qui est une mesure de justice sociale. Le WICI, alors le WICI, c'est que sur la plateforme... Ça fait fuir les étudiants pour l'instant. On le voit déjà, ils fuient vers le... On n'a jamais eu d'un mot, s'il vous plaît. WICI, pour ceux qui nous regardent, il y a des parents d'élèves qui nous regardent. Le WICI, c'est-à-dire qu'un établissement, sur la base d'attendus disciplinaires, peut recevoir... Donc sur une base de sélection, c'est-à-dire qu'on commence à sélectionner les étudiants sur des capacités... La sélection, monsieur, c'est l'exclusion. La sélection, c'est dire non à un jeune et mettre sur le carreau. Terminé. C'est exactement ce que vous définissez. C'est pas l'exclusion. Ayez la gentillesse de chacun s'écouter, parce qu'en fait, ceux qui nous regardent, ils vont zapper, ils vont se dire, je m'en vais. Juste terminer sur le WICI, je donne la parole à Michel Barnier. Un jeune qui n'aurait pas les attendus parce qu'il n'a pas le bagage, parce que force est de constater qu'il serait dans ces 60% de taux d'échec si on lui permettait d'avoir sa place, eh bien il faut lui permettre d'avoir sa place. Mais c'est pas responsable de lui fermer la porte, mais c'est pas responsable non plus de le laisser échouer et de pas l'accompagner. Donc le WICI, c'est quoi? C'est oui, tu rentres. Par contre, on te fait un parcours personnalisé en fonction de tes besoins, avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, de la méthodologie. Et ça, c'est une mesure de justice sociale parce que les 60% d'étudiants qui échouent, ce sont les jeunes les plus modestes, ceux qui n'ont pas les codes, ceux qui n'ont pas été accompagnés au lycée. Parents qui les donc c'est eux qui sont victimes du gâchis humain. Donc le WICI, c'est une mesure de justice sociale pour limiter. Non mais c'est important. WICI, vous voyez, c'est des mots comme ça qui rentrent. Juste Michel Larive, au-delà de la passion de ce débat. Non, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Tout le monde rentre, on se casse la figure en première, en deuxième année, parce que après on peut intervenir. On accompagne les étudiants, on accompagne les étudiants dans leur parcours. Mais ce que vous dites, non, il n'y a pas de WICI. Écoutez, pourquoi, madame, vous êtes ancienne présidente d'université, une présidente d'université en activité, madame Hélène Velasco-Gracier, elle refuse de classer les élèves. Elle a dit, le conseil d'administration a affirmé, nous n'effectuerons pas le classement des dossiers d'étudiants pour les filières qui ne sont pas en tension. On ne demande pas de classer. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que si elle le dit, c'est que... Alors, vous pouvez douter. Mais on doute pas. Vous pouvez douter de ma parole, mais de la sienne. Mais dans les formations qui ne sont pas en tension, ça ne sert à rien de classer, moi je suis d'accord. Mais il y aura pas de sélection. vous demandez de classer ça veut dire tout le que monde. cette réforme amène de la tension, même dans les formations où on peut accueillir les étudiants. Mais si vous demandez de classer les dossiers, c'est ce qu'elle dit, cette dame-là. Vous confondez entre Non, je ne confonds pas. Je confonds pas, je reprends. C'est ce que dit cette dame. Vous lui demandez de classer les dossiers, donc de les sélectionner. Si. Donc, écoutez, il y a 425 étudiants, enseignants qui... C'est fausse information. Oui, ce sont des fausses informations. Je sais que vous allez faire une loi là-dessus sur les fake news. Elle parle de classement. Elle parle de classement. Elle ne parle pas de conditions qui sont mises, de prérequis. Ce sont des prérequis qui sont demandés. Cette présidente, en effet, je ne connais pas l'intervention ni rien. Cette présidente dit je ne classerai pas. Mais on ne demande pas de classer. On demande de dire oui, à condition que...
Voilà. Il y a deux C'est sujets, le oui en fait, si. et c'est souvent, heureusement, Un dernier mot et un sujet. Très rapidement, il y a le oui si qui est une mesure de justice sociale. En aucun cas, ça peut Non, être c'est pas vrai. La justice sociale, c'est de pouvoir accéder à l'université. Vous l'avez dit. Vous avez déjà fait une sélection. Et il y a effectivement le classement des candidatures qui, ça, dans le cas des formations en tension exclusivement, correspond à la sélection et il faut la combattre. Ça par existe déjà. Alors, Nicolas Feinstadt, ça existe déjà, donc c'est pas une nouvelle sélection. Chacun son tour. Allez-y, un petit mot et un sujet pour faire de la En pédagogie. réalité, tout ça, c'est des mots. Il faut être très clair. Ce qu'organise cette réforme de A à Z, c'est la mise en concurrence des étudiants et leur sélection, Voilà. puisqu'on leur demande Mais non. de rédiger une fiche à venir, qui est une évaluation. Donc quand vous évaluez, c'est pour sélectionner. On leur demande une lettre de motivation. Pour accompagner. Ah, c'est pour accompagner. Alors, non, la fiche d'accord. à venir, Expliquez-moi. elle est mauvaise. La fiche à venir, elle est nulle. La fiche voilà. elle est On critiquée. l'adapte. Mais c'est pas un critère. Mais oui, de mais sélection. c'est par un contre, critère. C'est le dossier qu'auront à remplir tous les élèves. Ils auront à remplir une fiche à venir qui sera remplie par les professeurs et par les autorités administratives C'est une synthèse de leur du bulletin de notes, établissement. du lycée. Donc c'est évidemment une évaluation. Donc ça veut dire qu'on les évalue. Alors que le bac, comme vous l'avez rappelé, synthèse est leur du bulletin de notes. évaluation normalement qui permet de rentrer à l'université. Si vous passez le bac, c'est normalement ce qui vous permet Vous d'entrer à êtes en l'université. capacité de Donc rentrer à là, cette l'université. loi rajoute une seconde évaluation qui va permettre effectivement un classement. Donc il y a une lettre de motivation, une fiche à Ouais. venir, et ensuite il y a Juste- l'intervention non, regardez. des commissions universitaires. S'il vous plaît, non, C'est l'organisation. C'est simplement. regardez. Il faut être clair, ça veut dire Il l'organisation faut de être la clair, sélection. il faut être calme, il faut que chacun s'écoute pour que les Français qui essaient de comprendre le oui si, le oui mais, le oui non. Voilà, le oui si on l'a compris. On a compris qu'il y avait un débat entre le classement, la sélection et ce oui si. Oui. Regardez ce sujet, c'est une manière peut-être d'y voir plus clair, je ne sais pas, sur justement cette réforme de Parcoursup. On a essayé d'y voir nous-mêmes plus clair. Explication dans ce sujet. Regardez. Premier changement, pendant la préinscription des lycéens. Au lieu des 24 vœux qu'il pouvait formuler, l'élève doit se contenter désormais de 10 vœux maximum. Ses souhaits n'ont plus à être hiérarchisés, mais ils doivent être motivés. Dans la deuxième phase, tous les vœux sont examinés par les établissements. Fini le tirage au sort, en vigueur l'année dernière. Fini aussi l'algorithme pour affecter automatiquement les élèves dans les licences. Mais les équipes pédagogiques peuvent encore s'en aider pour départager les dossiers. Les formations sélectives, comme les classes prépa, conservent le droit de refuser un candidat, contrairement aux universités, si des places restent vacantes. Troisième temps, l'affectation. Aucun dossier refusé, mais des conditions et un parcours à suivre en fonction du profil de l'élève. L'objectif, au-delà du droit d'accès préservé des bacheliers à l'enseignement supérieur, c'est d'avoir désormais une seule boussole, la réussite des étudiants. Parce que depuis tant et tant d'années, notre système avait simplement intégré le fait d'inscrire à l'université, mais plus de faire réussir. Le lycéen peut recevoir 3 types de réponses à sa candidature. En attente qu'une place se libère, oui ou oui si, dans le cas où l'élève n'a pas le niveau requis. Son acceptation sera alors conditionnée à un accompagnement obligatoire. Stage de pré-rentrée, cours renforcés ou premier semestre de remise à niveau. Si un élève ne reçoit aucune réponse positive, une commission dirigée par le recteur de région se réunira pour lui proposer une autre formation, la plus proche possible de ce qu'il souhaite. Coût de la réforme, 1 milliard d'euros répartis sur 5 ans. Les lycéens de terminale avaient jusqu'au 31 mars pour constituer leur dossier et confirmer leurs vœux. Décision des universités à partir du 22 mai. Voilà, les citoyens, vous le savez, ont la parole. Parfois, ils sont étudiants, parfois, ils sont salariés. En tout cas, on les appelle chez nous des sentinelles citoyennes. Je le dis pour les députés qui viennent nous rejoindre pour la première fois. Il s'appelle Yanis, il est étudiant et il est en examen parce que pendant qu'évidemment, il y a une contestation d'un certain nombre d'étudiants, eh bien, le Premier ministre l'a dit, les examens vont continuer, on passera les examens. Yanis, comment vous avez vécu, vous, votre session d'examen? Vous êtes à Lille, Lille 2. Vous avez réussi à les passer, ces examens? Vous étiez gréviste, vous étiez étudiant à fond dans les examens? Alors, rapidement, brièvement, j'aimerais bien replacer le contexte parce qu'il faut savoir que cette année, on passe vraiment nos examens dans un contexte qui est fortement et très particulier. Parce que dès lundi, le premier jour du début des examens, on a pu voir beaucoup de CRS qui avaient investi le devant de la fac, mais aussi l'intérieur des locaux. C'est-à-dire que on a pu voir la présence de CRS armés dans les amphis où les étudiants passaient leurs examens. Ça a été vraiment très choquant pour certains, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants qui ne rejoignaient pas forcément la cause ne voulaient pas participer, ont immédiatement décrété qu'ils allaient être en grève, excusez-moi. Et
Et du coup, aujourd'hui, oui, effectivement, moi aussi, j'ai rejoint la cause qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que lundi, on a vu des professeurs et des étudiants se faire très clairement attaquer par des CRS. Donc, quand vous voyez des camarades de classe et des professeurs prendre des coups de matraque et subir des gaz lacrymogènes, je vous assure que le contexte dans lequel nous passons nos examens n'est vraiment Yanis, pas propice. Juste une question pour qu'on soit clair, parce que c'est toujours un peu impressionnant de passer devant une webcam à la télé, je l'entends bien. Qu'on soit clair, vous étiez non gréviste pendant les examens et c'est parce que vous avez vu les CRS au sein de l'établissement que vous vous êtes dit je vais prendre aussi fait et cause pour mes collègues grévistes. C'est bien ça? C'est exactement ça, monsieur. C'est exactement ça parce que lorsque vous voyez vos professeurs, vos chargés de CD être victimes des coups de CRS et des étudiants, des camarades de classe prendre des coups, c'est difficile de pas prendre parti, et de pas rejoindre la cause étudiante et la cause aussi des professeurs, bien sûr. Parce qu'il y a aussi des professeurs qui sont engagés. Merci Yannis, j'espère que vous aurez vos examens, comme on dit, et que vous allez pouvoir poursuivre votre parcours universitaire. Nicolas Offenstadt, excuse-moi de refaire un pas en arrière avec Yannis, mais c'est aussi les questions de citoyens. Lui, il nous dit, globalement, je voulais passer mes examens, j'étais plutôt motivé, pas trop concerné visiblement, puis tout d'un coup, je l'ai été très physiquement par les coups de matraque de CRS, je ne sais pas s'il en a pris d'ailleurs. Enfin, c'est troublant ce que nous dit Yannis. Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer à Tolbiac, puisque moi, j'étais hier sur le site de Tolbiac, qui avait quelques dizaines d'étudiants, et quand on a annoncé que la police arrivait, il y avait 2500 étudiants et professeurs. Personne n'a envie de voir entrer la police dans les universités, qui encore une fois, qui est un lieu de savoir, qui est un lieu d'échange, et qui est sûrement pas un lieu de violence ni d'intervention policière. Donc on peut comprendre très bien la réaction de... Au risque de vous énerver, c'est vrai que le NPA est un peu présent, essaie de noyauter aussi le mouvement, de créer une forme de révolte. Il y a tous les mouvements politiques. Non, mais je pose des questions. Quand je vois les étudiants, je les vois tout à fait capables de résister à quelques pressions politiques que ce soit. Ils font les choix qui sont les leurs, c'est des AG, c'est des discussions. D'ailleurs, on n'est parfois pas du tout inclus. Donc je pense que la présence, si vous voulez, de quelques partis que ce soit, n'influence pas plus les étudiants que cela. Il faut leur laisser leur autonomie. Et quant aux examens, ce qui peut inquiéter évidemment beaucoup de gens qui nous regardent, les parents notamment. Oui, bien sûr. Et donc là, évidemment, c'est une question tout à fait centrale. Et ce qu'il faut dire, c'est que les corps enseignants sont tout à fait habitués à gérer ces questions-là. On a déjà eu de grosses grèves, on a déjà eu d'autres perturbations qui ne sont pas toujours liées d'ailleurs à l'université. Donc on est toujours apte à gérer les réductions de programme. Il est évident qu'on ne fait pas passer un examen de la même manière quand il y a eu un mois d'interruption. Mon cours est interrompu à Tolbiac depuis un mois. Il est évident que je ne vais pas faire porter le sujet d'examen sur les cours qui n'ont pas eu lieu. Donc on est habitué. Pas gentil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces situations-là, on les connaît, on les maîtrise, et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tous les corps enseignants, et ça, je peux m'engager pour l'ensemble de l'université. Parce que vous allez aussi faire passer des examens. Bien sûr qu'on va tous faire passer les examens, et on le fera en tenant compte du mouvement et de la manière dont il va se pérenniser. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura toujours l'adaptation la meilleure au profit des étudiants. La question n'est pas là. La question est évidemment de la pérennité de la lutte. Et ce que dit aussi Yanis, qui est intéressant, c'est évidemment aussi que c'est un mouvement qui, à mon avis, est en train de véritablement inquiéter les étudiants. Et on voit une mobilisation croissante sur beaucoup de campus. Michel Larive, c'est le débat qu'on aura ce soir et qu'on a sur le plan technique, puisque est-ce qu'on sélectionne ou pas, mais il y a aussi le débat de est-ce que le mouvement est en train de prendre. Il y a un vrai débat, parce que certains disent qu'il est en train de se tarir, il n'y a pas beaucoup d'universités bloquées, et vous dites c'est pas vrai, c'est en train de prendre. Vous avez des chiffres? Vous avez déjà là un témoignage, et puis c'est pour ça que moi j'en appelle au calme. J'en appelle au calme ici comme ailleurs. Je pense que la violence ne résout rien. Donc il faut que le gouvernement lève le pied avec l'envoi de CRS, et il faut discuter maintenant avec les étudiants. Il faut donc discuter. Vous avez un mouvement étudiant qui vous dit nous ne sommes pas d'accord. Donc discuter, c'est ça la démocratie, c'est comme ça. Et c'est là la tradition française. La tradition française, elle est là. C'est de discuter plutôt que d'envoyer des CRS. Vous voyez, ce jeune homme a été choqué. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris le parti, lui, de rejoindre les grévistes. Mais vous croyez qu'il est seul? Il n'est pas seul. Beaucoup ont fait ça. Donc, l'envoi de CRS ne résoudra rien du tout. La seule solution, c'est la négociation, c'est de discuter avec les étudiants. On sort comment? Parce que le titre de l'émission ce soir, comme ça, il y avait un petit côté les bourgeons, les fleurs, mai 2018, on l'a lu, vous l'avez lu aussi, 50 ans après mai 68, on voit comme ça dans même l'université des slogans qui jaillissent de mai 68. Comment on évite, parce que vous êtes dans le parti majoritaire, comment on évite l'embrasement? Parce que c'est vrai qu'il y a les zadistes d'un côté, il y a ces CRS qui repoussent à Notre-Dame-des-Landes, et puis il y a ces CRS qui rentrent dans les facs. Il y a un climat tendu. Alors, moi je pense qu'il faut en effet négocier, ça c'est sûr, et je pense que les responsables d'établissement
normalement, savent faire ça et je les respecte là-dessus. C'est difficile, mais ils le font. Pas négocier avec des mots, pas avec des bâtons des mots, et avec des cagoules. Avec la communication. Et peut-être nous aussi, nous devons davantage communiquer sur cette loi, parce que moi, plus j'avance et plus je réfléchis... C'est vrai qu'on l'a pas vu arriver, la contestation. Elle est arrivée... Voilà. Non, mais plus que ça, vraiment, je trouve que pour la première fois, on accompagne des étudiants, on n'est plus dans la sélection comme on est dans certaines formations, etc. Je rappellerai sur le fond, très rapidement quand même, que actuellement, par exemple en sciences, vous avez... Secteur tendu, enfin filière tendue ou pas? Peu. Non, ça va, mais il y a des sélections qui se font. En effet, par exemple en informatique, ne serait-ce que le nombre de places, d'équipements informatiques, etc. Mais vous avez des étudiants qui, en effet, vont, comme vous le disiez tout à l'heure, d'abord en école d'ingénieur. S'ils échouent, ils candidatent les IUT, ils candidatent dans les BTS et ils arrivent enfin à la fac. Et c'est enfin, eh bien, c'est les 60% d'échecs. Donc, justement, cette loi permet de prendre en compte ces personnes. Je parle côté science, c'est ce que je connais le plus, désolé, mais je peux vous dire que cette loi permettra vraiment, j'en suis convaincue, d'orienter, d'accompagner ces étudiants qui, en effet, qui étaient en dehors de ceci. Maintenant, sur le climat social. Bon, j'ai entendu en effet un jeune, d'accord, qui n'était pas politisé, mais qui a été choqué. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Bon, maintenant sur le mouvement quand même, je ne veux pas minimiser, loin de là, il ne faut pas minimiser ce type de mouvement. Mais je note quand même qu'il y a, tout à l'heure vous avez passé en effet à la Sorbonne une manifestation d'étudiants. Ils étaient entre 1000 et 1600 étudiants et il y a 1 600 000 étudiants quand même. Tous être là. Non. Voilà, donc vous remettez les chiffres en perspective. Voilà, alors maintenant, la grosse différence avec 68. 68, il ne faut pas l'oublier, c'était la génération après-guerre. D'accord ? Moi, j'étais en effet en première année de faculté. À Montpellier déjà ? À Toulouse. À Toulouse, donc c'est déjà dans le sud. Voilà, dans le sud à Toulouse. Et je dois dire que le mouvement n'avait rien à voir. C'est-à-dire que les préoccupations, d'abord, c'était contre l'intervention au Vietnam. Il faut voir que c'est un mouvement qui est parti des États-Unis avant tout et qui était en effet pour aller contre la guerre, etc. Les jeunes, on avait envie d'être libérés de ce. Et contre l'autorité aussi, parce que c'est un débat. Contre l'autorité qui était d'après-guerre, etc. Ça n'a rien à voir. C'était vraiment, c'est parti de la guerre au Vietnam des États-Unis. Il faut voir ça. Maintenant, là, on est sur un mouvement par rapport à une loi. Alors maintenant, ce que je voudrais signaler... Un dernier mot, parce que Jimmy Lossac veut s'exprimer. Allez-y, parce que tout le monde veut s'exprimer, ce qui est normal. C'est un débat. Dernier mot. Là, maintenant, actuellement, en effet, on est entre le moment où les étudiants ont déposé leurs vœux et où ils vont voir le résultat. C'est normal qu'ils aient des... Ils peuvent déposer 3 vœux? Combien? 10 vœux. Ils ont 10 possibilités. 10 possibilités. Donc c'est normal qu'il y ait cette attente. Maintenant, je dois dire que c'est surtout les lycéens ou autres qui sont concernés, en effet. Mais sur les mouvements, moi, je suis d'accord. Il faut surtout pas, comment dire, mettre de l'huile sur le feu. De l'huile sur le feu. Oui. Et il faut parler. Et moi, je suis prête à aller, en effet, à l'extérieur des universités. Si je rentre dans une université, je demanderai l'autorisation du président. Et je ne pars pas là-dessus, mais je suis prête à expliquer, cas par cas, l'étudiant, je veux bien parler, l'élève, le lycéen, je veux bien parler avec lui. Il va me dire, voilà ce que je peux faire. Et je vais lui dire, voilà ce que tu ne pouvais pas faire aujourd'hui. Et voilà ce que tu pourras faire demain. Donc de la pédagogie. Vous êtes un étudiant, évidemment, vous êtes à la tête de la FAGE, mais vous êtes aussi étudiant. Juste sur le côté un petit peu comme ça de la révolution, cette idée que ces étudiants se révoltent. Il y a le contenu de cette loi qui est contesté par un certain nombre et puis il y a quand même cette espèce de conjonction des luttes que vous devez entendre dans les amphis. Est-ce que vous le sentez, ça, ce mouvement qui appelle à aller manifester avec les cheminots, de faire la révolution, tout simplement? On l'entend dans les assemblées générales, beaucoup moins sur les campus, effectivement. Et on a même parfois des revendications assez loufoques. Hein. Du côté de l'Université de Nantes, il y a une des revendications, il s'agit d'annexer la principauté de Monaco. Enfin, bon, Enfin, vous ridiculisez un mouvement qui dépasse. Là, franchement, c'est pas votre honneur de ridiculiser. C'est très grave ce que vous faites. C'est très très grave ce que vous faites. Non, mais attendez, laissez-les s'exprimer. C'est un débat quand même. Un peu, soyons démocratiques. J'ai même vu le chien à Tolbiac. J'ai vu une conférence de presse avec un chien. Non, mais je le dis parce que ça a été tweeté. Non, mais alors, on peut quand même l'évoquer. C'est pas ça le. Non, pour revenir sur ce que je voulais dire, merci messieurs. On est loin de mai 68, clairement. C'est très marginal au final dans les assemblées générales et les blocages surtout. Vous savez, à défaut d'être capable de rassembler massivement dans les rues ou de gagner les élections par ailleurs de la part des organisations qui sont à l'origine des blocages, eh ben c'est plus facile. Vous parlez de la France Insoumise là? Non, je parle des élections étudiantes. Étudiantes, d'accord, monsieur, je veux savoir.
c'est plus facile d'envoyer 50 personnes bloquer une fac et puis après aller raconter partout des fake news. Moi j'entends sur les assemblées générales, c'est quand même terrifiant. On va supprimer les rattrapages, on va supprimer la compensation, on va faire des choses délirantes qui ne sont ni à l'ordre du jour dans la réforme ni après. Et moi je les défends par ailleurs ces droits, donc hors de question de les supprimer. Et donc on essaie comme ça de rassembler large, mais bon ça prend pas massivement. Bon, ça fait venir les caméras parce que c'est impressionnant de voir des facs bloquées. Je t'ai rappelé la mobilisation hier à Paris, 1500 personnes. On est quand même loin effectivement de mai 68. Et puis, pour essayer d'aller en assemblée générale et parler avec les étudiants, là aussi, nos fédérations à la FAGE, dans les différents territoires universitaires, il y a certains endroits où on arrive à y accéder, mais c'est très compliqué de pouvoir prendre la parole, parce que c'est pas nous qui donnons le micro, en réalité, on nous le donne pas. Donc là aussi, en termes de démocratie, c'est pas évident. Et il y a même des assemblées générales où on nous refuse l'accès, où on a eu des menaces de mort. Vous fermez la porte. Ouais, non mais c'est quand même dingue. Voilà. Et je tiens à rappeler que les élections étudiantes, il y a un cycle en ce moment, on est en train de terminer. La semaine prochaine sera les dernières élections du cycle. Le premier syndicat étudiant, je l'ai pas précisé. Et on gagne encore les élections. Ouais. Et je vous prie de croire que sur les élections étudiantes, on ne parle que de ça, que de la réforme, tant chez nos opposants qu'au sein de la FAGE. Et on gagne aujourd'hui, de nouveau et encore plus qu'il y a 2 ans, les élections étudiantes sur cette base. Donc preuve que l'expression est quand même pas si... Le prof d'histoire, celui qui a fait la fac de Tolbiac quand il était étudiant en 68, est-ce que vous y voyez derrière ces revendications un peu techno finalement, d'une loi très technique, est-ce que derrière il y a une volonté comme ça d'agiter et de créer finalement une forme de déstabilisation globale à la politique d'Emmanuel Macron ? Non, je pense pas. Je suis très étonné qu'un étudiant puisse parler de manière aussi caricaturale de ses camarades qui sont en train de lutter de manière très précise contre une loi dont on vient de discuter. Les camarades ne sont pas tous étudiants, donc. Écoutez, moi je suis à l'université. Non, vous les respectez manifestement pas, puisque vous les ridiculisez en disant qu'ils ont des revendications saugrenues, etc. Alors que moi je vois des milliers d'étudiants extrêmement mobilisés qui contestent. Alors on peut être d'accord avec eux ou pas, mais c'est un mouvement très sérieux avec des gens très mobilisés. Je comprends pas la caricature que vous en faites, mais je n'insiste pas sur ce point. Ce sont vos propos. Je voulais quand même répondre sur ce côté. Il nous reste 2 minutes, je vous en informe. Et oui, c'est la grande tristesse. Je pense que la question, c'est que vous prenez peut-être qu'on peut identifier les mêmes problèmes, mais le gouvernement répond au mauvais endroit. Il veut empêcher un certain nombre d'étudiants, c'est ce qui va se faire dans les filières les plus tendues, de rentrer, alors que la question, c'est de donner des moyens pour les accueillir en premier cycle. Même dans des filières sociologiques, psychologie, on l'entend souvent. Quel est le problème ? Et oui, s'il y a plus de demandes en informatique, créons des postes en informatique, créons des cursus adaptés, parce qu'après tout, l'informatique, excusez-moi, mais on en a quand même besoin dans le monde d'aujourd'hui. Donc vous prenez le problème par le mauvais bout. Le bout, c'est les informations sur les débouchés des étudiants. Mais l'informatique, vous avez pris un très bon exemple. Actuellement, on va donner plein d'informations justement aux étudiants. L'étudiant n'avait pas d'informations. Attention, cette filière est bouchée, vous n'aurez pas de boulot au bout. C'est ça la question que vous évoquez. Oui, mais ça c'est après que l'université fait ce travail-là. Il faut d'abord. On a bien entendu que c'était après quand ils étaient entrés. On a un bon exemple avec l'informatique. Michel arrive. Juste un dernier mot. Ce qui compte aussi, c'est de ne pas trop profiler les étudiants trop jeunes. Vous ne pouvez pas demander à ces lycéens en terminale de dire oui, voilà, alors mon profil, je serai prof d'histoire dans 40 ans, je serai physicien. Vous ne pouvez pas imposer une sélection aussi stricte. Michel Larrive, vous avez le dernier mot. C'est vrai que c'était un débat vif et dense. Vous dites que les présidents d'université doivent négocier. Non, c'est la ministre qui doit négocier. Ça, c'est votre demande. Oui, bien sûr. C'est la loi qui est mauvaise. Donc, c'est la loi. Et pourquoi elle est mauvaise ? Alors, écoutez, je vous ai laissé parler. C'est fini, malheureusement. C'est la loi qui est mauvaise. Donc, c'est la ministre qui doit négocier. Et puis, vous nous avez quelque part dit oui, il y a peut-être des France Insoumises ou des NPA dans les universités. Ben, manifestement, il y a beaucoup de macronistes aussi, quoi. Donc la FAGE est effectivement un syndicat pro-macroniste. Mais écoutez, moi je suis le seul syndicat étudiant à n'avoir été ni créé par un parti politique, moi, je vous ni laisse, par un syndicat, ni par une mutuelle. Je suis le seul syndicat indépendant. Moi, je vous laisse penser ce que vous voulez. Alors, ce que je vous demande, c'est de laisser penser les gens comme ils veulent, les étudiants surtout. Et moi, je veux que tous les étudiants pensent comme ils le veulent. Ils sont assez responsables pour penser par eux-mêmes. Eh ben alors laissons-les, encore plus pour ceux qui le souhaitent. Respectons les étudiants. La liberté d'expression, c'est pas à géométrie variable, monsieur. La liberté d'expression n'est pas à géométrie variable, monsieur. D'AG universitaire sur ce plateau, il y avait moins de monde, mais c'était très vif. Chacun, j'espère, a pu s'exprimer sur ce sujet. On va le suivre de près parce que c'est vrai que le mouvement, même s'il n'est pas très nombreux, il s'est durci et on va s'y intéresser de très près. Merci à Michel Larrive, député de la France Insoumise de l'Ariège. Merci d'être venu. Merci à Daniel
Daniel Hérin, vous êtes député de La République En Marche de l'Aube, de l'Aude. Vous voyez, voilà, j'ai mis l'accent en plus, c'était une erreur. Nicolas Fenschat, merci, professeur historien à Paris, Sorbonne, Paris 1. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, Jimmy Losfeld, le président de la FAGE, premier syndicat, visiblement, qui sera de nouveau premier, d'après les élections que vous évoquez. C'est bon signe. Merci d'être venu. Merci à Yanis qui passe ses examens à Lille 2. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Merci de votre fidélité et à demain. En France, l'État censure de deux façons, par le ministère de la Justice, avec un procès, ou par le ministère de l'Intérieur, avec l'interdiction de la diffusion d'une œuvre. La notion de blasphème est elle-même une notion religieuse, ce n'est pas une notion du droit républicain. Et par conséquent, la liberté d'expression touche à tous les sujets, y compris les sujets religieux. Grand écran, c'est un film, un documentaire ou une fiction, suivi d'un débat avec de grands témoins. Grand écran, présenté par Valérie Brochard.